Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis et nous sommes trois et je vais présenter chacun dans le cadre de l'association Osmose pour vous parler du stress, cette maladie entre guillemets qui quand elle dépasse un certain niveau empêche les gens d'agir correctement ou comme ils sont habitués à le faire. Et je vais d'abord présenter les participants. Odile Marty, médecin homéopathe pendant plus de 25 ans. Voilà, Odile qui est juste là en face. Eh bien, Pascal Bessy, médecin homéopathe, phytoaromathérapeute pendant plus de 35 ans et enseignant au long cours dans bien des domaines et conférencier aussi. Et puis moi-même, Marguerite Autier, qui suis hypnothérapeute et spécialisée dans le travail des traumas et des stress post-traumatiques. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Je vais donner la main maintenant pour que l'on puisse chacun de nous donner notre manière d'envisager le stress, de le définir selon nos différentes spécialités. Et donc je donne la main à Odile Marty, qui, en tant qu'homéopathe et médecin généraliste, va vous donner sa définition du stress. Oui, bon, le stress est connu depuis, le mot stress est connu depuis surtout Anselé, qui avait utilisé ce mot stress pour parler de l'adaptation de l'organisme à tous les stimuli extérieurs. Donc pour lui, c'était une réaction d'adaptation. Il y a même, on dit même, adapte-toi ou meurs. Donc l'organisme, dès qu'il est soumis à un stimulus extérieur, physique, ça peut être des virus, ça peut être des maladies, ça peut être professionnel, va répondre par un système orthosympathique de façon à pouvoir entrer en action. Voilà, c'est la définition du stress un peu physiologique. On peut dire aussi que le stress est toute réaction traumatisante à la vie par rapport à tous les traumatismes qu'on peut rencontrer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a le bon stress, ce stress qui nous permet l'action. Avant on disait la fuite ou le combat, on avait deux façons de réagir par rapport à un stress. Il y a les stress chroniques qui, lorsqu'ils sont trop pérennisés, peuvent entraîner des pathologies cardiovasculaires, respiratoires, digestives qui durent et nous amener aussi à des pathologies un peu plus importantes. Donc il faut différencier le stress, qui est le bon stress, qu'on peut retrouver dans des situations comme de joie, comme des mariages, la naissance d'un enfant, et il y a le distress qui devient pathologique parce que nous ne pouvons plus répondre au stimulus extérieur de façon normale et il se passe dans notre corps des désordres qui peuvent être, disait même, définitifs si la vasoconstriction pouvait durer trop longtemps. Voilà, donc les différentes causes ont en parlé, mais sinon... Peut-être on va demander maintenant à Pascal Bessy qu'est-ce qu'il pense de... s'il veut ajouter des compléments d'information. Oui, parce que cette définition excellente m'inspire pour dire autre chose. Il y a eu une enquête autrefois auprès des biologistes qui ont demandé quelle était la définition de la vie, puisque bios, logos, en biologie, c'est l'étude de la vie. Eh bien, dans l'enquête, il y a eu un certain consensus pour dire que vivre, c'est s'adapter. Donc, c'est bien ce que le docteur Marty nous a dit. Le stress que beaucoup d'entre nous prennent pour une punition du ciel ou une punition de la vie est en fait simplement le moyen que chacun de nos organismes, qui est bâti pour ça, qui a ce qu'il faut comme outil, va utiliser pour faire face et s'adapter. Et comme nous disions, ça peut être faire face, qui je vous le rappelle était la devise de Georges Guidemer dans son unité d'aviation, ou fuir, ou mourir. Il y a trois possibilités. Et donc, je crois que de nos jours, le stress est une chose extrêmement courante. Nous vivons sous énormément de stress et il est important d'avoir des idées précises à ce sujet-là. Voilà. Merci.
Alors, moi, en ce qui concerne le domaine dans lequel j'exerce par rapport au stress, la définition du stress, bien sûr, reprend tout à fait les définitions d'Odile Marty et de Pascal Vessy, et elle est un petit peu plus à portée, je dirais, de main du courant des mortels, c'est-à-dire que on va dire tout bêtement qu'il y a stress dès que l'activité cérébrale, l'énergie déployée par le cerveau, dépasse en gros 20% de l'énergie qu'il emploie pour le métabolisme. Le cerveau est censé entretenir le métabolisme et envoyer tout un tas d'informations au corps, notamment des hormones. Et donc, par ce biais-là, quand il y a trop de tension chez un individu, de tension psychique chez un individu, il génère un distress, et ce distress va se répercuter dans le métabolisme de l'individu, c'est-à-dire sur son corps physique, provoquant un tas de troubles divers et variés dans tous les systèmes concernés, que ce soit le système cardiovasculaire, digestif, rénal, etc., etc. Et d'autre part, je voulais rajouter quelque chose qui me paraît important, c'est que l'on a souligné le fait qu'il y avait stress normal quand il y avait action du système appelé sympathique qui soit fuit, soit combat. On a annoncé aussi le fait que quand il y avait vraiment trop de stress, il pouvait y avoir mort de l'individu, mais il y a une phase intermédiaire qui est une phase importante aussi, qui est une phase d'inhibition du mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a ni fuite ni combat possible pour l'individu qui dure un peu trop longtemps. Et quand elle dure trop longtemps, en effet, il peut y avoir mort de l'individu ou maladies graves qui apparaissent derrière. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vais en profiter d'ailleurs, si vous le permettez, pour vous expliciter quelle est l'origine de ce système orthosympathique dont nous parlons tous les trois. Voyez-vous, nous avons dans l'organisme un système de survie autonome, c'est-à-dire qui fait battre notre cœur, respirer nos poumons, qui génère des activités au niveau des organes et dont nous ne nous occupons pas. Je dis toujours qu'on est tellement insouciant que si nous devions faire battre notre cœur, on serait déjà mort, on l'aurait oublié. Alors, ce système nerveux autonome ou végétatif, comme son nom l'indique bien, c'est un système de survie qui est composé de deux départements de travail. Le département de repos, qui est un département anti-inflammatoire, récupérateur, réparateur, thésaurisateur, et qui va réparer, resynthétiser de l'énergie pour les prochaines échéances, et qu'on appelle le parasympathique. Parfois, il est confondu de manière acceptable avec le système vague, parce que, à l'origine, ce nerf vague, qui n'est autre que le 10e nerf crânien qu'on appelle pneumogastrique, était le nerf dont on savait qu'il véhiculait l'influx de ce système de repos. Et comme, en le disséquant le corps, on n'arrivait pas à voir où allait ce nerf, on l'a appelé vague. Et pour vous, amis auditeurs, vous connaissez les situations de malaise vagal. Hein. Nous, on parle de vagotonie aussi, c'est-à-dire un excès, une dominance de ce système vague qui va provoquer des faiblesses. Et en regard, à la fois comme opposant et complémentaire, il y a le système orthosympathique dont notre amie Marguerite nous disait qu'il s'appelait parfois sympathique. Grand sympathique, sympathique, orthosympathique, ce sont des équivalents. Alors, ce système est un système de réactivité. C'est un système qui nous fait réagir à des dangers, à des situations justement de stress. C'est pour ça que le docteur Marty vous disait que c'est lui qui va être mis en cause souvent. C'est un système qui module l'inflammation, il faut le savoir. Quand il y a inflammation, c'est sous l'égide du système orthosympathique. Et c'est un système qui gaspille l'énergie, hein, qui va utiliser l'énergie que son collègue parasympathique aura accumulée. Donc vous voyez, système d'activité, système de réactivité et un système de repos qui sont toujours en activité de compensation.
Il n'y a jamais de repos. Quand l'un baisse son tonus, l'autre monte le sien. Le système orthosympathique, si on veut être un petit peu technique, a deux pôles d'activité, l'un qu'on appelle alpha-sympathique et l'autre bêta-sympathique. Je pense que vous tous qui nous écoutez, vous avez déjà entendu parler des médicaments qu'on appelle les bêta-bloquants. Ce sont des médicaments qui vont aller se mettre sur des récepteurs dits bêta, des récepteurs d'activité très intense du système orthosympathique, mais il y a également des récepteurs alpha qui s'occupent, si vous voulez, de gérer l'adaptation du système à l'action qui va être menée. Et ces deux systèmes sont complémentaires au sein du système orthosympathique. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi si c'est un peu technique. Vous dire également que le parasympathique est dominant dans l'enfance, chez le petit enfant, et chez la personne très âgée. Il est bien évidemment dominant la nuit. Il n'y a pas plus grand moment parasympathique que la nuit. Également, après le repas, c'est ce qu'on appelle la sieste, ou la siesta, comme disent les Espagnols, et également au moment de ce qu'on appelle le coup de pompe de 11 heures, quand on a faim, quand on mangerait bien quelque chose pour se requinquer. Voilà des moments de pic du parasympathique. Et d'ailleurs, on va voir que certains de nos traitements que nous allons vous proposer jouent sur ces pics d'activité. Le système orthosympathique est un système qui est dominant dans la vie active, des adultes actifs, qui est dominant le jour. Le jour est une période éminemment orthosympathique, bien évidemment, et il est en pic d'activité à des moments autres que le système parasympathique. Autrement dit, quand vous êtes au bureau, quand vous êtes en activité, quand vous êtes dans votre travail, vous êtes en dominante orthosympathique. De même, quand vous vous levez le matin, il y a un moment où vous n'êtes pas bien réveillé, donc vous êtes en dominante para, et puis tout d'un coup vous dites, bon allez, il faut y aller, vous vous levez, vous faites votre toilette, vous vous habillez, ça c'est l'orthosympathique qui travaille. Voilà, Marguerite, c'est quelques définitions que je voulais te donner. En résumé, moi qui suis moins, comment dirais-je, prolixe. Oui, en fin de compte, oui, mais c'était très très bien, Pascal. En résumé, on peut dire action égale réaction égale stress. Voilà. Et quand il y a trop de contraintes, le stress augmente et on entre dans le mauvais stress. Qui stresse trop fort. Ou réaction inadaptée. Inadaptée, voilà, on rentre dans une réaction inadaptée. Et à ce moment-là, l'organisme génère de l'anxiété, de la panique. Il y a panique à bord, comme s'il y avait un problème de bateau qui ne savait plus très bien où il allait. Et cette panique, si elle n'est pas combattue, va entraîner des maladies. Des maladies et des malaises. Et des maladies qui ne sont pas que de nature physique, qui peuvent être de nature psychique. Et là, on va avoir ça dans le cadre, par exemple, de ce que l'on appelle les syndromes de stress post-traumatique, qui sont arrivés, que l'on a vu assez fréquemment arriver ces temps derniers, depuis quelques années, avec les attentats terroristes. Mais les stress post-traumatiques, ça peut être aussi des violences, ça peut être divers types de violences, qui provoquent des stress d'un niveau et d'une intensité qui, sur une échelle de Richter, de tremblement de terre, est au-delà de 8, et dépasse même 10 la plupart du temps. Et donc là, on entre dans des stress qui vont non seulement alerter la psyché, l'esprit, le cerveau, mais aussi se manifester par des désordres physiologiques, divers et variés. Comme si l'énergie générée par la situation difficile était dérivée vers le corps, voilà, pour, en principe, devenir délétère pour lui. Voilà. L'intérêt du bon stress, comme vous en parliez, mesdames, est intéressant parce qu'il nous fait réagir de bonne manière, de manière adaptée à la situation. Voilà, et puis après, nous pourrons peut-être parler de nos différentes disciplines, nous verrons. Voilà, et maintenant, je pense qu'il serait peut-être intéressant de parler justement de nos différentes disciplines et de la façon dont chacune des disciplines que nous connaissons bien aborde ces notions de stress. Et donc, je vais donner la main à nouveau à Odile, parce qu'en homéopathie, le stress est largement abordé et connu et traité de façon fort intéressante pour tous les gens qui ont des problématiques qui ne sont pas évidemment extrêmement aiguës, comme une dépression carabinée, ce qui représente 25% des dépressions. Ouais. Donc, puisque nous avons défini le stress, nous nous rendons bien compte qu'on ne peut pas
enlever l'élément extérieur au stress. C'est-à-dire on ne peut pas enlever le stimuli. Les stimuli existeront toujours, ont toujours existé, plus ou moins fort. On peut peut-être moduler la réaction au stress, c'est-à-dire moduler l'émotion qui permet d'avoir un stress plus ou moins important. Tout stress n'est pas vécu, est vécu différemment selon les individus. Je peux vous donner un exemple. Moi, j'utilise beaucoup l'homéopathie pour traiter les symptômes du stress aigu. On peut donner l'exemple du stress de l'élève qui part à un examen. Donc, le symptôme peut être différent. Ça peut être un élève qui va arriver, qui va avoir tous les symptômes du tract, c'est-à-dire palpitations, maux de ventre, envie d'aller faire pipi souvent, et puis inhibition. Dans ce cas-là, nous employons Gelsemium qui a tous ces symptômes-là. Et Gelsemium va pouvoir détendre la personne, l'élève, qui risquait de rendre copie blanche. D'un autre côté, vous avez un autre élève qui, lui, n'est pas inhibé, mais au contraire. Il est un peu speed, il est speed dans la vie de tous les jours. Il va avoir de l'anticipation pendant plusieurs jours, il va avoir très stressé, très anxieux. Et le jour de l'examen, il sera tellement pressé d'en finir qu'il va écrire de façon illisible et il va bâcler sa feuille. Dans ce cas-là, on va donner argentan nitricum qui va le poser, le détendre, éviter des vertiges aussi, des phobies. Et nous voyons très bien que dans ces deux cas, on a agi différemment. Un très inhibé, l'autre hyper stimulé et pas adapté du tout. Donc, c'est pour ça que l'homéopathie est assez intéressante pour traiter les symptômes aigus du stress. Mais aussi, nous avons en homéopathie la possibilité de rééquilibrer le terrain. Et ça, c'est aussi très intéressant. Parce que lorsqu'on rééquilibre un terrain en homéopathie, ça peut durer plus longtemps que lorsqu'on rééquilibre que les symptômes. Et dans ces cas, nous avons plusieurs terrains de personnes très stressées. On peut donner l'exemple de Nux vomica, qui est quand même un terrain qui s'adapte très bien, puisque lui, son moteur, c'est le stress. Mais quand même, comme son moteur, c'est le stress, il va vouloir toujours en faire davantage, il va prendre du café, il va prendre des alcools, des excitants, il va vouloir ne plus dormir pour vous vivre à 100 à l'heure et en faire le plus possible, et il risque aussi une dépression. Donc c'est bien aussi de calmer ce tempérament, ce terrain Nux vomica qui va avoir les symptômes du stress, c'est-à-dire des palpitations, de l'hypertension, des problèmes digestifs, de reflux, des insomnies, etc. Et donc on va essayer de détendre avec ça et essayer d'empêcher qu'il en arrive à la dépression. Voilà, donc moi je pense que l'homéopathie est très intéressante pour réguler ce terrain, puisque nous ne pouvons pas agir sur des facteurs extérieurs. Est-ce que je peux parler de la sophro maintenant? Peut-être on va refaire un tour après pour parler d'autres spécialités, parce que en effet l'hypnose, mais je connais aussi le MDR, et donc elle est vraiment très efficace dans le cadre de ça. Simplement, je reviendrai à la sophrologie, mais la sophrologie agit, je dirais, un peu plus sur l'émotionnel. Voilà. Oui, et je passe la main à Pascal. Alors, merci. Je voudrais d'abord vous parler d'un prérequis pour présenter nos traitements en phytoaromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes médicinales et des principes aromatiques contenus dans les plantes, qu'on appelle l'huile essentielle très souvent, ou l'hydrolat. Nous tenons compte, nous aussi, du terrain, d'une approche du terrain qui est différente de l'homéopathie, parce que l'homéopathie a une vision très, très particulière du semblable agissant sur le semblable, entre autres, et non pas du mal agissant sur le mal, comme on le dit souvent. Et nous tenons compte du système neurovégétatif dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai défini l'orthosympathique et le parasympathique, mais couplé au système endocrinien, c'est-à-dire au système des glandes endocrines. Vous en connaissez quelques-unes, comme la surrénale, comme les glandes sexuelles, comme la thyroïde, comme l'hypophyse. Vous connaissez les glandes endocrines, le pancréas aussi. Alors, nous savons, par nos études bien évidemment, que les glandes endocrines sont couplées au système nerveux végétatif pour donner ce qu'on appelle le terrain neuro-endocrinien. Et nous travaillons sur ce terrain. Je voudrais dire aussi, et ma collègue vous a bien expliqué l'approche en homéopathie, moi j'ai coutume de dire, dans les cours que je donne ou les conférences, que
Le terrain, c'est un peu comme disait Alphonse Daudet, l'Arlésienne. C'est-à-dire on en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais. Or, pour avoir une définition du terrain, c'est très difficile. Le terrain, c'est une prédisposition dynamique de l'organisme humain dont les réactions, les faiblesses et les choses favorables sont prévisibles. On peut savoir comment un terrain chez une personne, qu'il soit défini selon une approche ou sur une autre, va évoluer et on va, par les traitements, en compenser les faiblesses ou en encourageant les forces. Alors, nous avons des plantes et des huiles essentielles qui agissent sur le système nerveux végétatif en régulant l'orthosympathique ou le parasympathique. Il y a des plantes qui montent le parasympathique, comme par exemple la menthe, que vous connaissez, ou le géranium rosa, qui est une huile essentielle un peu particulière. Vous avez des plantes qui font une double action sur le système ortho et para, comme l'angélique, par exemple, ou comme la lavande, véritablement la lavande officinale. Et nous avons aussi des plantes qui agissent sur les glandes endocrines, pour compléter l'action sur le terrain neurovégétatif. Et voilà comment nous allons aborder les axes de soins par le biais de ce système neurovégétatif et des glandes endocrines. Je vous donne quelques exemples. Pour le stress, dans sa réactivité émotionnelle, on peut utiliser l'angélique dont je vous parlais, Angelica arcangelica, sous sa forme d'huile essentielle par exemple. On peut utiliser aussi l'huile essentielle de basilic exotique, qui a une action plus particulièrement antispasmodique sur le système digestif, mais vous savez que le système parasympathique et ortho ont une grosse action sur le système digestif. On peut utiliser un arbre de la forêt d'Amérique du Sud qu'on appelle le bois de rose. Je ne vous donne pas les noms latins parce que c'est trop compliqué. On va utiliser les deux célèbres camomilles qu'en phytoaromathérapie on a en commun avec les homéopathes. Leur camomilla est le même que le nôtre. Nous avons la camomille noble, Anthemis nobilis, et nous avons la camomille romaine, la fameuse matricaire, Matricaria recutita ou Matricaria camomille. Alors, le bois de rose va agir sur les symptômes du cœur, puisque nous sommes tous d'accord pour dire que le stress va provoquer des palpitations, des réactivités cardiaques, parfois même de l'arythmie, c'est-à-dire un cœur irrégulier, selon le tempo de la personne. Et nous aurons également des huiles essentielles comme le céleri qui va jouer sur l'impact digestif du stress, sur une huile essentielle peu connue du grand public qui s'appelle le cyste ladanifère, sur également l'estragon que vous connaissez sous forme d'épices, si vous voulez, de condiments, mais qui est aussi une huile essentielle, une plante aromatique extrêmement puissante à part entière, et qui aura une action essentiellement antispasmodique sur le système digestif lui aussi. Nous aurons dans la variété des 160 eucalyptus, variété d'eucalyptus qui existe, que dis-je, 160 utilisés, il y en a 600 variétés d'eucalyptus, vous voyez. Vous en avez un qui est très peu connu du grand public, qui est l'eucalyptus citronné, Eucalyptus citriodora. Celui-là va agir comme anti-inflammatoire, puisqu'on a dit que l'orthosympathique conditionnait l'inflammation, de manière générale sur plusieurs systèmes, respiratoire, dans le système digestif. Un deuxième eucalyptus, très connu du grand public, qui est l'eucalyptus de référence, l'eucalyptus dit globulus, va jouer sur les spasmes du système respiratoire. Je vous parlais tout à l'heure du géranium rosa, qui va jouer sur les systèmes cutanés, inflammatoires cutanés, et qui a une action parasympathomimétique, c'est-à-dire qu'il va augmenter l'action du système parasympathique, du système vague. Alors pour être tout à fait précis, je vous en parlais au début de cette session, le système vague pour sa part ne représente que 90% du système parasympathique, le contingent de 10% étant formé par un plexus sacré, c'est-à-dire un entrelac de nerfs au niveau du petit bassin, mais le nerf vague pour sa part ne
se superpose au système parasympathique que pour 90%. Mais on peut très bien assimiler le vague au parasympathique, c'est pas bien méchant. Alors, vous avez également de l'huile essentielle de gingembre, Zingiber officinalis, qui va agir plus spécifiquement sur les migraines déclenchées par le stress. Et Dieu sait si c'est fréquent. Vous avez également le laurier noble, Laurus nobilis, qui est plutôt actif sur les spasmes. Vous avez la très célèbre lavande fine ou lavande officinale, lavandula angustifolia, la lavande à feuilles étroites, qui, dirais-je, est l'huile essentielle de l'île déserte qu'on emporterait dans sa trousse pour tout faire. Elle a tellement de propriétés que c'est extraordinaire. Elle joue sur l'inflammation, elle est un anesthésique de contact, elle est un antalgique, et elle joue sur les réactions douloureuses dues au stress, ça peut exister. Donc, pensez à la lavande officinale, très grande plante. Également, vous avez, et je termine, je ne veux pas être trop long, le zeste de mandarine. Le mandarinier est une huile essentielle que l'on peut diffuser dans une pièce pour apaiser l'ambiance de la pièce, faire que les débats qui vont s'y dérouler soient courtois et de bonne qualité. Bon, j'ai parlé de l'amande poivrée, Mentha piperata, piperita, comme disent certains. Je n'en reparlerai pas. Puis vous avez le néroli, l'huile essentielle de néroli qui est la fleur d'oranger et qui a un effet apaisant, qui permet d'induire le sommeil, et c'est très intéressant. Vous avez également l'huile essentielle d'oliban, l'oliban étant l'encens vrai, alors qui a des vertus évidemment sur la partie spirituelle, mais qui va jouer aussi sur les spasmes et les céphalées, les maux de tête. Voilà. Et puis, pour terminer sur l'aromathérapie, mais on pourrait parler aussi de plantes non aromatiques, hein, mais il y en a beaucoup, vous avez le pin sylvestre, et singulièrement l'huile essentielle de ces aiguilles, qui, par exemple, pour sa part, va jouer sur la stimulation de la corticosurrénale, entre autres, et sur le spasme respiratoire. Et pour terminer, une plante qui a la même action, qui est la cannelle de Ceylan, Cinnamomum zeladicum, et non pas la cannelle de Chine, c'est très différent, dont l'huile essentielle stimule aussi la corticosurrénale, et on en aura bien besoin quand, après ce qu'on nous a dit du stress chronique, notre surrénale sera fatiguée, et quand la surrénale est fatiguée, elle favorise chez les gens qui sont prédisposés le zona ou les maladies du genre herpès, qui sont d'ailleurs elles aussi, comme le zona, tuent au virus herpès. Et donc, mais favorisées par un épuisement de la surrénale. Donc, c'est utile d'avoir des plantes qui agissent comme acteurs de la corticosurrénale, dont le docteur Marty vous disait que ça concernait l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine également, qui sont des grandes catécholamines de stress. Voilà, je m'arrête. Bien, alors pour reprendre un petit peu ce qui a été dit sur le parasympathique et l'orthosympathique, en fait l'hypnose agit comment? Elle agit en permettant à un individu d'émettre avec son cerveau des ondes cérébrales. Et les ondes cérébrales du parasympathique sont des ondes cérébrales qui sont à une certaine fréquence. Ce sont des ondes θ. C'est les ondes de l'endormissement. C'est les ondes aussi des grands méditants. Et donc, c'est ce que va faire l'hypnose, c'est de mettre l'individu dans un état suffisamment détendu, relaxé. C'est en ce sens qu'on rejoint en partie la sophrologie, puisque la sophrologie a pour fonction finalement d'amener une profonde détente corporelle et une relaxation. Mais à côté de cela, on va appliquer des protocoles particuliers qui vont aller permettre à la personne de trouver des solutions différentes, des idées différentes qu'elle va générer grâce à cette faculté d'entrer en onde de θ, et en même temps, on va lui permettre d'entrer en ondes de gamma qui sont beaucoup plus rapides, qui sont au-delà du conscient, qui sont des ondes qui sont en niveau de Hertz à 30 Hertz, et donc qui vont lui permettre là d'avoir des ressources et de la créativité. Et c'est ces deux aspects-là, d'étendre, amener en profondeur pour amener la régénération et la récupération cellulaire, et en même temps permettre d'accéder à des ressources et à une créativité nouvelle qui vont amener la personne à descendre son niveau de stress.
Donc il y a plusieurs outils, parce que l'hypnose résonne est une métapsychologie qui résonne avec les parties du soi qui ont été déjà énoncées par Freud, hein, par Jung dans les archétypes, par Freud avec les parties adultes et les parties enfants, ou dans l'analyse transactionnelle, ou dans la Gestalt. Et donc, l'hypnose résonne vraiment avec des parties du soi, et on va aller travailler avec l'aspect, la facette de la personne qui l'a conduite à se laisser emporter dans le stress. Donc ça, c'est un aspect très intéressant de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va séparer dans la personne la partie intacte, ou la partie qui fonctionne, de cette partie qui dysfonctionne et qui l'amène à avoir du stress. Et c'est tout un ensemble de protocoles qui sont liés à cela, et c'est la raison pour laquelle on peut avec des bénéfices importants, faire tomber le stress chez quelqu'un, jusqu'à même l'amener à avoir des nouvelles idées pour aller dépasser un stress post-traumatique, qui est quand même extrêmement important, ou pour même dépasser un niveau de dépression dans lequel elle est tombée. Et même au niveau des burn-out, les post-burn-out peuvent être aisément améliorés grâce à l'hypnose. Voilà, donc ça c'est des choses importantes que je voulais dire. On crée en quelque sorte des espaces différents et adaptés en fonction de chaque personne, et c'est pour ça qu'on raisonne en fonction d'un terrain, parce que chaque personne est différente. Donc il y a une anamnèse qui est faite au départ qui précise un peu le terrain émotionnel de la personne, la capacité de la personne à créer tel ou tel type de compréhension ou de croyance sur son monde. Et donc, en fonction de cela, on va utiliser tel ou tel type de protocole en hypnose. Et on va donc agir aussi sur la fabrication des neuromédiateurs et la fabrication des hormones. Parce que quand un individu déstresse, il change évidemment la façon dont ces hormones se génèrent et se créent. Voilà. Alors, j'aimerais revenir, moi, sur l'action, parce que je suis sophrologue aussi, sur l'action de ce qu'on peut attendre de la sophrologie dans le stress. Dans la sophrologie, on peut travailler sur différents niveaux, physique, mental, spirituel, et même au-delà.